Alors, pour aujourd'hui, donc on va continuer le cours qui concerne la technologie XML et Web Service. Donc, je rappelle que nous avons déjà fait 2 séances. Donc, la première, ça concernait donc les concepts de base de la technologie XML. Donc, à quoi sert XML? Donc, je rappelle juste que XML, c'est en fait une technologie, en quelque sorte, qui a été créée principalement c'est pour faciliter l'échange de données entre les systèmes d'information. Et donc, nous avons dit que la base de XML, c'est la séparation des données, la structure des données et la mise en forme. Donc, nous avons vu comment créer un document XML valide, notamment en utilisant soit les DTD, soit les schémas XML. Et puis, nous avons vu comment créer des feuilles de style XSL avec lesquelles on transforme les données de documents XML en HTML principalement. Et ça a été l'occasion de voir quelques expressions expat à travers quelques exemples d'applications. Et donc, nous avons en quelque sorte, il est question de travailler sur un exercice d'application. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais avant de revenir sur l'exercice, notamment sur on va dire l'activité pratique sur laquelle vous allez travailler pour tout à l'heure, je vais d'abord continuer. Il me reste une partie sur les applications de XML. Parce qu'en fait, XML, en tant que technologie, quasiment, vous savez ce que c'est. Donc, c'est une technologie, donc, principalement, derrière XML, il y a XSL, il y a XPath, après, il y a plein d'applications derrière. XML, quoique, c'est-à-dire que XML, c'est une technologie qui a été créée dans les années 2000, ça fait quand même très longtemps. Mais après, il y a d'autres formats de données qui sont parfois préférés par rapport à XML, c'est le format JSON, donc ça, on en a parlé. Mais XML, ça reste toujours dans la majorité des systèmes d'information pour l'interopérabilité. C'est quelque chose que vous allez sûrement rencontrer. Donc, ce qui fait que, aussi bien que les web services, que l'interaction avec des systèmes d'information, donc XML, il est toujours omniprésente dans les systèmes d'information des entreprises. Donc, c'est important. Alors, maintenant, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de quelques applications de XML. Principalement, on va s'intéresser à l'une des applications de XML qui est SVG. Est-ce que vous connaissez ce que c'est SVG? Qui parmi vous connaît SVG? Vous voyez donc presque à peu près quelques-uns, on va dire. Oui. Et pourtant, SVG, vous n'êtes pas les seuls, même il y en a beaucoup qui travaillent, qui développent des applications, qui connaissent mal en fait SVG. Et pourtant, donc, SVG, donc, c'est un format qui est très utilisé pour dessiner des graphiques. Alors justement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas que SVG, c'est l'une des applications de XML. Et justement, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, voir les concepts fondamentaux de SVG et comment créer des documents SVG, comment générer des documents SVG à partir des données XML en passant par XSLT, comme on a fait avec HTML. Et donc, voilà. Donc, SVG, donc, d'abord, c'est Scalable Vector Graphics. Alors, c'est quoi en fait SVG? Donc, SVG, donc, c'est un format XML. C'est un format XML qui permet de représenter des graphiques au format vectoriel. Alors, pour parler de vectoriel, j'aimerais bien vous rappeler des choses. Pour ça, c'est de la culture en fait générale. Il faut savoir que dans le domaine des images, c'est-à-dire quand vous manipulez les images, donc en informatique, quand vous manipulez les images, il faut savoir que en fait, il y a deux types d'images. Il y a ce qu'on appelle l'image bitmap et les images vectorielles. Ça, c'est important.
Bon, les images bitmap, c'est quoi les images bitmap? C'est des images qui sont définies par un ensemble de pixels, un ensemble de points. Et chaque point possède une couleur. Alors, si vous regardez par exemple les images bitmap, tous les fichiers que vous manipulez, comme par exemple le JPEG, ou bien le format PNG par exemple, les images PNG, les images, les anciennes GIF, le format BMP, il y a d'autres formats, etc., etc. Il y a plein de formats. Mais tout ça, c'est des images qui sont en format, on dit, c'est le format bitmap. Alors, ça veut dire quoi une image bitmap? Une image bitmap, c'est une image, informatiquement parlant, c'est une image qui est définie par un ensemble de points. Si vous voulez une image bitmap, c'est quoi? C'est comme une matrice. C'est une grille dans laquelle vous avez un ensemble de points. Ça, c'est des points. Et chaque point possède une couleur. C'est-à-dire les photos que vous voyez à l'écran, bah, c'est tout simplement ce qu'on appelle des pixels. C'est la notion de, c'est des petits points, c'est ce qu'on appelle des pixels. Et chaque point possède une couleur. Et généralement, les images bitmap, ils sont, en fait, ils ont quelques caractéristiques fondamentales. Alors d'abord, une image, il a une largeur et une hauteur. Donc vous avez la largeur et la hauteur de l'image. Et vous avez quelque chose qui s'appelle la résolution. Donc, qu'est-ce que la résolution? La résolution, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Généralement, la résolution, les gens qui font généralement l'infographie et le design, donc la résolution se mesure en le nombre de pixels par unité de longueur. Et la résolution peut s'exprimer, par exemple, quand vous dites la résolution, elle est de type 300 dpi. dpi, c'est quoi? C'est dot per inch. dpi, en français, c'est ppp, c'est point par pouce. Ça veut dire quoi? Si vous avez une image bitmap, dans laquelle vous avez une résolution de 300 dpi. Ça veut dire que sur chaque pouce, vous savez c'est quoi un pouce? Un pouce, si vous prenez votre pouce, c'est à peu près 2,54 cm. Donc ça c'est la mesure. L'unité pouce, elle est très utilisée dans différents domaines. Les gens qui font l'image et les gens qui font la plomberie, vous savez, si vous voulez acheter quelque chose en plomberie, vous dites donne-moi quelque chose 2,5 pouces. Pas maintenant, pas maintenant. Alors, pour les gens qui ne sont pas là, c'est juste il y a des chats qui demandent des choses. Voilà. Donc, si vous dites une image à 300 dpi, ça veut dire que si vous prenez un pouce, si vous prenez par exemple un pouce, c'est-à-dire 2,5 cm, si vous mesurez sur une ligne ou bien une colonne 2,54 cm, vous allez trouver combien de pixels? 300, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que généralement, quand vous parlez des images bitmap, c'est une matrice qui contient un ensemble de pixels. Et quand vous avez une image bitmap, on parle de ce qu'on appelle la résolution. Et principalement la résolution, il y a combien de pixels dans cette image? Alors c'est la raison pour laquelle vous voyez, si vous prenez votre appareil photo par exemple, ben vous dites j'ai un appareil photo qui photographie avec une résolution de 1 mégapixel ou bien 5 mégapixels. Ça veut dire quoi 5 mégapixels? 5 mégapixels, c'est-à-dire 5 millions de pixels. Ça veut dire que quand vous prenez une photo avec votre téléphone, et si vous utilisez une résolution de 5 mégapixels, ça veut dire que si vous comptez le nombre de pixels qu'il y a dans votre photo, en informatique, c'est 5 millions de pixels. Et vous voyez donc l'unité principale d'un pixel, c'est la couleur. Donc, c'est-à-dire quand on enregistre une image au format numérique, il faut coder la couleur.
Alors, si vous prenez une couleur, un point, un pixel quelconque, on va enregistrer sa couleur. Et vous savez, quand on enregistre une information en mode binaire, il faut la coder. Alors, chaque pixel, généralement, peut occuper... vous pouvez avoir donc, le codage des pixels. Si vous avez un codage de 24 bits, ça c'est le plus souvent, chaque pixel, il occupe combien de bits? 24 bits. 24 bits, ça veut dire il y a combien d'octets? 3 octets. D'accord? 3 octets. Et pourquoi 3 octets? Parce que vous savez que en fait, la représentation de la couleur à l'écran, notamment au niveau de l'affichage, utilise un modèle qui s'appelle le modèle RVB ou bien RGB. RGB, ça veut dire quoi? Ça veut dire Red, Green, Blue. Le rouge, le vert et le bleu. Donc, ça c'est l'utilisation de ce modèle RVB ou bien RGB. En principe, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive de la couleur. Parce qu'en fait, si vous voulez produire des couleurs, théoriquement, au niveau de la théorie, il existe, ce n'est pas au niveau de la théorie, au niveau de la pratique. Il y a deux façons pour produire de la couleur. Il y a ce qu'on appelle la synthèse additive et la synthèse soustractive. Synthèse additive. Alors en fait, la synthèse additive, c'est un concept qui consiste à additionner les couleurs. Alors la synthèse additive est basée sur le modèle RVB, c'est-à-dire si vous avez 3 sources de lumière, c'est comme si vous preniez 3 lampes. Il y a une lampe rouge, si vous prenez une autre lampe à côté vert, une autre lampe à côté bleu, c'est en fonction de l'intensité de chaque couleur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un pixel. Vous n'allez pas voir les trois lampes. Si vous prenez un peu de recul, vous allez voir une seule lampe. Avec quelle couleur? C'est l'addition des 3 couleurs. Donc, tout ce que vous voyez aux écrans, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, en réalité, chaque couleur que vous voyez, chaque pixel de couleur, il se compose d'une composante rouge, vert et bleu. Alors, donc, ce qui fait que c'est en fonction de l'intensité de chaque couleur, on peut produire plusieurs couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. La synthèse additive, il est utilisé au niveau de l'affichage. Vidéoprojecteur, l'écran, tout ce qui est l'affichage, votre téléphone, etc. Donc, chaque couleur, quand on va enregistrer chaque couleur va occuper combien? 8 bits. Alors, 8 bits, ça veut dire quoi? Vous savez que si vous codez une information sur 8 bits, il y a combien d'informations possibles que vous pouvez coder? C'est 2 puissance 8. Donc ça, c'est-à-dire si vous voulez, je reviens toujours un peu en arrière parce que ça, c'est la base de l'informatique. C'est tout ce que les informations que vous utilisez, c'est des informations qui sont codées en binaire. Supposons que vous voulez coder une couleur sur 8 bits. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous pouvez avoir soit 0, 0, 0 comme ça, 0, 0, 0, 0, ou bien 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, n'est-ce pas? Ou bien 0, 0, 1, 0, 1, 1. Alors maintenant, si vous cherchez toutes les combinaisons possibles, il y a combien de valeurs possibles qu'on peut coder avec ça? Eh bien, tout simplement, comme il y a 8 bits, c'est combien de valeurs? 1, 2, 3. Vous allez trouver ces 2 puissance 8. C'est-à-dire, si vous utilisez 8 bits, combien de valeurs possibles que vous pouvez... Si vous avez une case mémoire de 8 bits, combien de valeurs possibles que vous pouvez enregistrer dans cette case mémoire? Eh bien, 2 puissance 8. Ah, ça, c'est pas des mathématiques. C'est des choses que tout le monde devrait connaître. C'est 2 puissance 8. Alors, tout simplement, c'est-à-dire, c'est combien? C'est 256. N'est-ce pas? Si vous avez une case mémoire de 16 bits, combien de possibilités? C'est 2 puissance 16. Et si vous avez 24 bits, c'est-à-dire 2 puissance 24. Et 2 puissance 24, c'est-à-dire 16 millions. C'est à peu près ça. 2 puissance 24, si vous faites le calcul, c'est 16 millions. Donc, ce qui fait que quand on va coder la couleur, eh bien, le rouge,
le rouge, sa valeur, il varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à combien? Vous voyez, donc il y a combien de valeurs possibles? C'est 256. Donc de 0 jusqu'à 255. Parce que quand vous comptez de 0 jusqu'à 255, vous allez trouver à 256 valeurs. Bon, donc le rouge, l'intensité de la lumière, l'intensité de le rouge, il peut varier de 0 jusqu'à 255. Le vert, il varie de 0 jusqu'à 255. Et le bleu, il varie de 0 jusqu'à 255. Donc, au lieu d'écrire souvent les couleurs en décimales, on utilise ce qu'on appelle le format hexadécimal. C'est très courant. 0, il est noté 00. Et le 255, en hexadécimal, c'est noté FF. Donc ça, c'est la base décimale. Et ça, c'est la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16. Bien. Donc ça veut dire que si vous voulez, généralement, on va voir tout à l'heure avec SVG, on a besoin de spécifier la couleur. Et quand vous travaillez avec HTML, vous avez besoin parfois de spécifier les couleurs. Et quand vous allez spécifier la couleur, si vous trouvez par exemple une couleur comme ça, dièse, alors déjà quand vous voyez la couleur dièse, ça veut dire c'est en hexadécimal. Si vous voyez par exemple FF 0000, ça veut dire quoi? C'est quoi le FF? Le FF, c'est le rouge. Et c'est quoi ce 00 là? C'est le bleu, le vert. Et ce 0 là, c'est le bleu. Ça veut dire que si vous voyez cette couleur là, c'est quoi? C'est 100% du rouge, n'est-ce pas? Alors ainsi de suite. Si vous avez une couleur par exemple 55 dièse 55 11 22. Alors 55 c'est l'intensité du rouge, 11 c'est l'intensité du vert et 22 c'est l'intensité du bleu. Et ben, ça va vous donner une couleur. Donc ça, il faut juste noter que chaque pixel occupe généralement 24 bits. 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. Et quand vous codifiez la couleur sur 24 bits, vous allez coder combien de couleurs possibles? 2 puissance 24. C'est-à-dire, vous dites, j'ai une image à 16 millions de couleurs. Donc, c'est-à-dire, les professionnels de la photographie, ils parlent comme ça. Vous avez 16 millions de couleurs, c'est-à-dire, c'est 24 bits. Alors, vous voyez, donc, le RGB, donc, c'est celui que vous utilisez souvent, notamment quand vous créez des sites web, vous faites le design, l'infographie. Mais quand vous allez imprimer, quand vous imprimez une photo, en fait, le modèle qui est utilisé, ce n'est pas la synthèse additive. Alors, au niveau de l'impression, on utilise ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Et la synthèse soustractive, si vous voulez, c'est à peu près, c'est comme si théoriquement, on fait la soustraction du couleur et non pas l'addition. Et la synthèse soustractive, il est basé sur les couleurs de base. C'est pas le rouge, le vert, le bleu. C'est le cyan, le C, le magenta, M, le jaune et le noir. Donc vous allez, en fait, les gens qui font de l'impression, les imprimeries si vous voulez, ils utilisent les composantes de base. Le cyan, c'est quoi? Le cyan, c'est un bleu ciel. Le magenta, c'est à peu près un rouge. Le jaune, c'est le jaune. Normalement, si vous prenez le cyan, le magenta et le jaune, si vous les mélangez, vous pouvez obtenir le noir. C'est-à-dire la couleur noire, on peut l'obtenir à partir du cyan, du magenta et du jaune. Mais comme le noir, c'est une couleur qui est très utilisée, généralement, on la sépare. C'est-à-dire on ajoute, si vous voulez, la quatrième composante. Donc c'est la raison pour laquelle si vous avez une imprimante couleur, vous allez avoir deux cartouches. N'est-ce pas? Il y a cartouche noire qui utilise que la couleur noire,
et une cartouche couleur. Et si vous regardez la cartouche couleur, vous allez trouver combien de peintures. Vous allez trouver le cyan, le magenta et le jaune. D'ailleurs, si vous regardez une cartouche, vous allez trouver il y a 3 points. Un point en rouge, c'est le magenta, et une couleur jaune et le cyan. Donc, ça c'est si vous voulez, ça n'a rien à voir avec ni XML, ni SVG, ça c'est de la culture générale concernant la photographie. Alors tout le monde devrait connaître ça. Donc c'est dire tout simplement une image, il y a les images bitmap et les images vectorielles. Alors les images bitmap, c'est des images qui sont définies par des pixels, et chaque pixel, si vous voulez, il possède une couleur. Alors pour coder un pixel, généralement, on utilise un modèle de représentation de la couleur. Et les modèles de représentation de la couleur qui sont connus, donc il y a le modèle RGB qui est la synthèse additive. Et après, il y a le modèle CMJN qui utilise ce qu'on appelle la synthèse soustractive. RGB, c'est très pratique pour l'affichage, tout ce qui est la projection, la lumière. Et soustractive, c'est la peinture. C'est vraiment quand vous mélangez de la peinture, vous êtes en train de faire, c'est de la soustraction des couleurs et non pas l'addition des couleurs. Alors, c'est quoi la particularité des images bitmap? La particularité des images bitmap, c'est que d'abord, ça prenne beaucoup d'espace mémoire. Quand vous prenez les photos à, par exemple, 10 mégapixels, vous allez voir, il y a beaucoup de mégas, n'est-ce pas? Ça prend beaucoup d'espace mémoire parce qu'il y a beaucoup de pixels. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les images bitmap, quand on va zoomer, quand on va agrandir une image bitmap, on perd la qualité. Quand on grandit une image bitmap, si vous essayez de zoomer sur une image bitmap, à un moment donné, vous allez voir que les pixels deviennent des carrés. C'est-à-dire vous allez commencer à voir ce qu'on appelle les défauts de pixelisation. Parce que techniquement parlant, ça veut dire quoi zoomer? Ça veut dire quoi? Supposons sur un pouce, vous avez 300 pixels. Et si vous avez agrandi l'image, vous avez doublé sa taille, c'est-à-dire vous allez avoir 2 pouces. Et sur 2 pouces, vous avez toujours 300 pixels, parce que l'ordinateur ne peut pas inventer des pixels, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si vous agrandissez l'image, la résolution diminue, n'est-ce pas? Parce que sur 2 pouces, vous avez 300 pixels, ça veut dire sur 1 pouce, vous n'avez que 150. Vous essayez d'agrandir encore, et généralement, dès que la résolution est inférieure à 72 dpi, c'est-à-dire si vous avez une image dont la résolution est inférieure à 72 dpi, vous allez voir une mauvaise qualité de l'image. C'est-à-dire si sur un pouce, vous n'avez que 72 pixels, à partir de cette valeur-là, vous allez voir que vous perdez la qualité de... Vous prenez n'importe quelle photographie, n'importe quelle image, vous essayez de zoomer, à un moment donné, vous allez commencer à voir les défauts de pixelisation. Donc, ça, c'est les images bitmap. Et pour pouvoir traiter, pour pouvoir manipuler des images bitmap, il y a des logiciels qui sont faits pour les images bitmap. Le plus populaire, c'est Photoshop. Donc Photoshop, c'est un logiciel de traitement qui est fait pour quel type d'image? Bitmap. C'est-à-dire quand vous utilisez Photoshop, Photoshop, lui, il manipule à chaque fois que vous ouvrez une image, que ce soit JPEG ou GIF ou je ne sais pas quoi, pour lui, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels et donc le traitement de l'image, c'est à peu près c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça ne nous intéresse pas ici parce que ça, normalement, c'est un autre métier. Et après, à part les images bitmap, vous avez ce qu'on appelle les images vectorielles. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est quoi les images vectorielles? Les images vectorielles, c'est des images qui sont définies par un ensemble de fonctions graphiques. Si vous prenez par exemple une illustration vectorielle, un dessin, dans lequel vous mettez un rectangle, un cercle, un rectangle, vous mettez une ligne, comme ça, et des choses comme ça. Faites un dessin. Regardez, si vous regardez cette photo-là,
Est-ce que c'est intéressant d'enregistrer la photo pixel par pixel? Non. Parce que si vous enregistrez pixel par pixel, vous allez finir par enregistrer beaucoup de pixels qui ne servent à rien. Et pour ne pas enregistrer cette photo-là pixel par pixel, qu'est-ce qu'on va enregistrer? On va enregistrer que les fonctions graphiques qui permettent de dessiner l'image. Ben, je vais dire, j'ai un cercle C de centre tel et de rayon tel, j'ai un rectangle de dimension telle, et j'ai quelques lignes. Donc, c'est-à-dire quand j'enregistre, je n'enregistre pas les pixels, mais j'enregistre uniquement la fonction graphique qui permet de dessiner les images. Et les fonctions graphiques de base sont connues. Il y a le cercle, il y a le rectangle, il y a l'arc, il y a l'ellipse, il y a quelques formes graphiques généralement qu'on peut utiliser pour pouvoir faire les dessins vectoriels. Donc, les images vectorielles, ils ont une particularité qui est très importante. C'est que les images vectorielles prennent moins d'espace mémoire. C'est-à-dire vous pouvez faire des logos, par exemple, des dessins, des représentations vectorielles, mais quand vous regardez la taille des images vectorielles, c'est rien. C'est-à-dire ça pèse rien en mémoire, ça ne prend pas beaucoup d'espace mémoire. Donc ça, c'est la première particularité. Donc la deuxième, c'est que quand vous allez zoomer ou bien agrandir une image vectorielle, on ne perd jamais la qualité. Si vous avez une image vectorielle, vous pouvez zoomer jusqu'à l'infini et vous trouverez toujours une très bonne qualité de l'image. C'est ça la différence entre les images bitmap et les images vectorielles. Alors maintenant, pour dessiner les images vectorielles, il y a des outils qui sont connus comme Illustrator. Bon, c'est un logiciel qui est très connu. Illustrator, par exemple, c'est un outil qui est utilisé pour dessiner des logos, des illustrations, des dessins, d'une manière générale. Oui. Voilà, donc Illustrator et Photoshop, comme ce sont les plus populaires, c'est des outils qui sont créés par un éditeur qui est très connu, qui s'appelle Adobe. Adobe. Donc c'est le leader dans ce domaine. C'est-à-dire, il y a tous les logiciels de la photographie, il y a même pour la vidéo, etc. Mais de toute façon, ça c'est juste pour vous donner une idée, mais c'est vraiment pas notre objectif. Alors, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est juste parce que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Et pourtant, c'est des concepts de base vraiment qu'il faut connaître. Quand on parle des images en informatique, il faut parler de deux types d'images. Est-ce qu'il s'agit d'une image bitmap ou bien une image vectorielle? Alors, si c'est une image bitmap, donc il faut mettre dans la tête que c'est des pixels, il y a le codage de la couleur, etc. Il y a une résolution et tout. Et si c'est des images vectorielles, ben, ça veut dire que généralement, ils sont faits pour faire des dessins, les dessins animés par exemple, ou vous voulez faire des graphiques. Généralement, vous voulez dessiner des courbes, vous voulez dessiner des graphiques, des tableaux de bord et tout ça. Ça ne sert à rien d'utiliser des images bitmap, parce que si vous utilisez des images bitmap, c'est que vous allez créer quelque chose qui est trop lourd, mais en même temps de mauvaise qualité. Mais si vous utilisez le format vectoriel, vous allez créer quelque chose qui est plus léger, mais de très bonne qualité. Alors, Permettez, monsieur. Oui. Dans quel format on enregistre les images vectorielles? Alors, maintenant, pour les images vectorielles, donc, ça dépend des outils. Par exemple, si vous travaillez avec Illustrator, les images vectorielles Illustrator, ils sont au format AI. C'est des fichiers .ai, Illustrator, Adobe Illustrator, c'est un peu ça. Par exemple, si vous voulez le format standard, il y a le format qui s'appelle WMF. WMF, c'est Windows Metafile. Par exemple, si vous êtes dans Word, et vous voulez insérer ce qu'on appelle les clés part, n'est-ce pas?
Alors, tous les cliparts, c'est des dessins, etc. Mais si vous regardez les images, vous allez trouver qu'ils sont au format WMF. Donc, ce qui explique dans Word, mais quand vous allez agrandir, zoomer, vous ne perdez pas la qualité. Donc, ça, c'est des formats vectoriels. Et puis, donc, ça dépend des outils. Par exemple, si vous voulez créer des animations vectorielles, le premier outil qui a introduit la création des animations vectorielles interactives au niveau des applications web. Au niveau du web, il y avait un outil qui est très populaire qui s'appelle Flash. Bon, ça c'est... Peut-être vous ne le connaissez pas parce que maintenant il n'est plus utilisé. Mais ça m'intéresse, ce cours-là, Flash. Alors Flash, avant, parce que Flash est créé par un éditeur qui s'appelait Macromedia avant, mais après ça a été racheté par Adobe. Donc c'est-à-dire c'est un outil de Adobe. Donc avant la création de Flash, le seul moyen qui permettait d'afficher des animations dans des pages web, c'était à l'époque utiliser ce qu'on appelle les GIFs animés. Alors, c'est quoi les GIFs animés? Les GIFs animés, c'est tout simplement... Vous voyez, donc GIF, c'est quoi? C'est du bitmap, n'est-ce pas? Le seul moyen pour voir des animations sur les pages web, eh ben, c'est d'utiliser des GIFs animés. C'est quoi des GIFs animés? C'est un ensemble d'images GIF qu'on fait passer l'une après l'autre. Mais les GIFs, généralement, c'est de mauvaise qualité parce que généralement, les GIFs, ils sont codés en 8 bits. C'est pas 24 bits, c'est-à-dire on peut coder maximum de 156 couleurs. Et en même temps, comme c'est des images bitmap, c'est-à-dire elles sont lourdes. Et après, il y a justement Macromedia qui a créé cet outil Flash qui permet de créer ce qu'on appelle des animations vectorielles. C'est pas bitmap, c'est vectoriel. Et quasiment à l'époque, c'était vraiment tout le monde était impressionné, tout le monde utilisait Flash pour faire de la publicité, faire des animations vectorielles. Généralement, on utilisait Flash. Flash, il permet de créer des animations vectorielles interactives. Interactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, il peut cliquer sur un bouton, il peut saisir des données, il peut interagir avec l'animation Flash. Donc, c'était utilisé pour ça. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Oui, je sais, quelqu'un qui est en train d'imiter. Donc, avant la technologie XML, avant SVG, le seul moyen qui permettait de créer des animations et des graphes animés et des graphiques animés au format vectoriel, à l'époque, c'était un outil qui s'appelle Flash. Donc, il faut utiliser Flash pour créer des animations vectorielles. Ça a marché pendant une dizaine d'années. Tout le monde utilisait Flash, c'était carrément Flash, c'était la solution. Mais Flash, en fait, présentait quelques inconvénients. Un inconvénient majeur. Alors, c'était quoi l'inconvénient majeur de Flash? C'est que quand vous allez vers une page web, vous allez trouver une fenêtre comme ça dans votre page web, dans laquelle vous avez une animation Flash, dans laquelle vous pouvez saisir des données, vous pouvez faire des animations, vous faites des choses extraordinaires. C'est-à-dire, vraiment, les artistes faisaient des choses extraordinaires avec Flash. C'est un outil qui était très populaire. Mais le seul problème, c'est que dans une page HTML, dans une page web, l'inconvénient principal des animations Flash, c'est qu'ils sont fermés. Fermés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un moteur de recherche n'a aucun moyen pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une animation Flash. C'est-à-dire, vous avez créé une animation, un site complètement avec Flash dans lequel vous mettez du texte, vous faites la navigation, vous faites tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Eh bien, un moteur de recherche, les moteurs de recherche comme par exemple Google, n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il contient.
Parce que le seul qui peut lire le contenu, c'est le Flash lui-même, c'est un plugin qui est utilisé. Donc, ce qui fait que les moteurs de recherche ne peuvent pas indexer le contenu des sites web. C'est-à-dire, ceux qui utilisent Flash, c'est les moins visibles sur le web. Si vous utilisez Flash pour mettre de votre contenu, alors quand il y a quelqu'un qui fait de la recherche sur Google, il y a une zéro chance que Google retrouve votre site par des mots-clés. Donc, ce qui fait les sites qu'on appelait les sites flashés ou bien les sites qui utilisaient Flash ne sont pas bien indexés au niveau des moteurs de recherche. Et vous savez très bien que le web, l'indexation, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire indexer les sites le web, permettre aux entreprises d'être retrouvées facilement via le web. Quand vous tapez les mots-clés, il y a des sites qui sortent. Ben, les premiers sites qui sortent généralement quand on fait une recherche, c'est les sites qui sont les mieux indexés par rapport aux mots-clés que vous avez saisis. Donc l'indexation, c'est un métier. Donc, et du coup, quasiment toutes les entreprises qui utilisaient Flash, elles étaient pénalisées. C'est-à-dire, finalement, c'est le début de la mort de Flash. Quoique c'est un outil extraordinaire, quoique vraiment c'est quelque chose qui ne peut pas être imaginé en termes de créativité, mais c'est un outil qui aujourd'hui, donc, personne qui l'utilise, quasiment. Et donc, depuis que Flash a présenté ses inconvénients, eh bien, en fait, les éditeurs ont cherché à créer un format exactement comme Flash, c'est-à-dire créer une nouvelle technologie qui permet de créer des animations vectorielles, créer des graphiques vectoriels, comme le faisait Flash exactement. Mais cette fois-ci, ça ne doit pas être un environnement fermé, ça doit être sous forme du texte. Et si c'est du texte, eh bien, tout simplement, les moteurs de recherche peuvent l'indexer exactement comme le HTML, etc. Et donc, ça va laisser donc la possibilité aux moteurs de recherche d'indexer le web. Eh bien, c'est ce qui a abouti tout simplement au format SVG. Je vais effacer ce brouillon et je reviens maintenant à ce que c'est SVG. Déjà, SVG, c'est Scalable Vector Graphics. Donc, vous voyez donc les termes déjà. Vector Graphics, c'est pour dessiner des illustrations vectorielles. Scalable, ça veut dire quoi? On peut zoomer, on peut mettre à l'échelle, agrandir, etc. Donc, c'est-à-dire sans avoir problème de pixelisation. Il a été inventé en quelque sorte au départ, c'était début des années 2000, c'est-à-dire avec la technologie XML, par un groupe de travail qui comprend Microsoft, vous le connaissez, Autodesk. C'est un éditeur qui est très connu, qui a créé un outil qui s'appelle 3D Studio Max, et qui a créé AutoCAD. C'est un outil qui est très connu. C'est un leader dans le domaine du dessin. Les architectes utilisent beaucoup les outils de Autodesk. Adobe, c'est très connu avec Photoshop, Illustrator. Il y a IBM, Sun, Netscape, Xerox, Apple, Corel. C'est également c'était à l'époque un concurrent d'Adobe au niveau des outils. HP, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui produisaient des outils, des logiciels dans le domaine du graphisme, bah, ils se sont réunis. Bah, ils se sont dit, voilà, maintenant, comme la technologie XML est créée, alors on va se mettre d'accord sur un format XML avec lequel on va produire des illustrations vectorielles. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la première version de SVG a été créée principalement au début des années 2000. Sauf qu'à l'époque, les navigateurs web ne reconnaissaient pas le format SVG. Parce que le problème, c'est SVG, c'est du XML en quelque sorte. Mais pour qu'un navigateur web, dès qu'il trouve SVG, il dessine, bon, ça, au début, ce n'était pas le cas. Donc, il fallait attendre que tous les browsers donc, reconnaissent le format SVG. Donc, le premier, Microsoft a créé un plugin qui s'appelait à l'époque
plutôt le Adobe Viewer. Donc, c'est-à-dire à l'époque, parce qu'il y avait les navigateurs comme Firefox. À l'époque, il n'y avait même pas le Chrome ou Google Chrome, parce que Google Chrome, quand il a été créé dès sa première version, il reconnaît le format SVG. Mais avant Google Chrome, il y avait les outils qui étaient plus connus, c'était Internet Explorer. Et il y avait Netscape à l'époque, et plutôt, donc, il y avait Firefox. Donc, ce qui fait, Adobe a créé un plugin qui s'appelait Adobe Viewer pour visualiser les documents SVG. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes dans un site web là où il y a du SVG, ben, le site, il vous demande d'installer un plugin. Il faut l'installer d'abord pour commencer à voir ces illustrations vectorielles. Ça a commencé comme ça, mais après, ça a changé. Parce qu'après, donc, quasiment tous les navigateurs aujourd'hui donc, reconnaissent le format SVG. Et HTML5, quand il a été créé, il a inclus SVG. Bon, ça, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Quand vous créez une page HTML, ben, à l'intérieur de votre HTML, vous pouvez commencer à créer des dessins au format SVG. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, les outils classiques comme Flash, comme par exemple Illustrator, GoLive, qui était utilisé pour créer des animations, tous les outils permettent d'exporter au format vectoriel. Par exemple, si vous travaillez aujourd'hui avec Illustrator, ok, si vous travaillez avec Illustrator, vous pouvez dessiner des logos, vous faites, et après vous faites enregistrer ça, et quand vous voyez les différents formats, vous allez trouver le format SVG. Donc le format SVG, c'est le format standard. Il y en a d'autres formats d'ailleurs. Vous pouvez également voir avec PowerPoint, quand vous créez des dessins PowerPoint, vous êtes exporté. Vous pouvez exporter en format JPEG, en format je ne sais pas quoi, mais également vous pouvez exporter en format SVG. Donc le SVG, c'est devenu un format standard. Donc ça, c'est pour l'histoire. Alors, maintenant, quelles sont les raisons qui ont poussé justement à créer SVG? Donc j'en ai parlé en partie. D'abord, il y a des raisons qui sont liées aux avantages du graphisme vectoriel. On a besoin du graphisme vectoriel. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. D'abord, c'est adaptation de l'affichage des médias à des tailles différentes. C'est-à-dire, on peut zoomer. Si vous avez un logo, je peux l'afficher en petite taille, je peux l'afficher en une grande taille. Donc, je ne perds pas la qualité. Vous avez la taille des images est très faible. C'est-à-dire les images vectorielles, ça prend moins d'espace mémoire et c'est très pratique pour les tableaux de bord, pour les animations, pour la publicité. C'est très important pour utiliser le format vectoriel. Donc ça, c'est des avantages qui sont liés au vectoriel. Et puis, donc, il y a d'autres avantages qui sont liés au format SVG lui-même parce que, je disais, il y avait Flash qui faisait la même chose, mais SVG, il présente des avantages. Est-ce que vous pouvez désactiver le Kautar, s'il te plaît? Kautar? Est-ce que tu peux désactiver? Voilà. Donc, il y a d'autres avantages qui sont liés au format SVG lui-même. À savoir quoi? C'est d'abord parce que SVG, c'est des documents XML. Et quand vous dites XML, ça veut dire quoi? Vous allez bénéficier de tout ce qui est fait dans la technologie XML. Ça veut dire quoi? Il y a des parseurs XML, vous avez XSL, vous avez XPath, XQuery, vous avez tout ce qui est créé dans XML. Du moment qu'un document SVG, c'est un document XML, bon, je peux le manipuler facilement via des parseurs XML qui sont très populaires. Le deuxième, c'est que avec SVG, on peut créer des modèles de couleurs sophistiqués. Il y a des filtres graphiques. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure quelques démos dans lesquels vous voyez parfois vraiment des illustrations SVG qui sont très, très impressionnante. Et surtout ça, c'est l'indexation dans les moteurs de recherche. Alors SVG, c'est du texte, c'est du XML, ça veut dire c'est du texte, ça veut dire c'est du contenu qui est facilement indexé au niveau du moteur de recherche. Et du coup, donc, si vous utilisez SVG, vous n'êtes pas pénalisé au niveau de l'indexation. SVG, c'est du XML, c'est quelque chose qu'on peut partager facilement. Dans n'importe quel site là où il y a du SVG, vous pouvez prendre, faites copier-coller, après vous prenez ici du XML, copier-coller, vous partagez les illustrations de manière très simple. Et généralement, de meilleures capacités graphiques dans l'ensemble.
Voilà, donc ça c'est pour une introduction. Ça a pris du temps parce que je sais que en fait il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la notion des images bitmap vectorielles, mais c'est l'occasion pour vous de le connaître. Alors pour éditer donc les documents SVG, vous utilisez n'importe quel éditeur de XML comme Oxygen ou n'importe quel éditeur, par exemple Visual Studio Code. Là où vous faites du HTML, vous pouvez aujourd'hui faire du SVG. Ou bien vous pouvez utiliser des outils de type ce qu'on appelle WYSIWYG. WYSIWYG, c'est-à-dire what you say, is what you get. Comme ça. What you see is what you get. Alors ces éditeurs-là, c'est des éditeurs visuels, ça veut dire quoi? Comme Illustrator, c'est un éditeur, c'est-à-dire tout ce que je dessine, c'est ce que je vois, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas écrire le code, mais vous dessinez, vous regardez un peu, et après vous exportez en format SVG. Donc il y a des outils comme Illustrator, WebDraw, CorelDRAW. Donc globalement, même PowerPoint maintenant, depuis le format X dont je vous ai parlé, donc c'est quelque chose qui peut être exporté facilement. Voilà, alors maintenant, ça, ce n'est plus, c'est l'ancienne histoire, c'est-à-dire comment visualiser Firefox, etc. À l'époque, il fallait à partir de quelle version, mais aujourd'hui, le problème ne se pose pas, c'est que quasiment les browsers reconnaissent le format SVG. Alors, pour créer un document SVG, je vais rapidement passer à la démo, comme ça on va plus vite. Alors, si vous voulez créer un document SVG, donc je vais revenir sur Oxygen comme on a travaillé la dernière fois. Ben, c'est très simple. Vous pouvez créer un simple document, soit HTML ou bien un document SVG. Donc, je vais créer un document SVG. Alors, si vous cherchez dans les formats, les différents formats, vous allez trouver SVG. Je vais prendre la version 1.1, créer, et vous allez voir ça. Alors, c'est quoi un document SVG? Bon, c'est un document XML, vous voyez, qui utilise une DTD, regardez, c'est-à-dire le Adobe, CorelDRAW. Quand ils se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont mis d'accord sur le format SVG, ils ont créé ça. Ils ont créé cette DTD, dans laquelle ils ont défini la structure d'un document SVG. Donc, c'est-à-dire, celui qui veut créer un document SVG, donc il peut utiliser cette DTD qui est, en fait, c'est là où le langage a été défini. En fait, un document SVG, généralement, commence par la racine. La racine, c'est SVG. Généralement, dans le document SVG, vous spécifiez la taille, width et height, parce que c'est une image, en quelque sorte. Il faut spécifier, donc, soit en pixels, si vous mettez par exemple 400 x 500, ça veut dire que vous allez avoir une fenêtre avec une largeur de 400 pixels et 500 pixels, donc ça c'est la taille du document. Si vous mettez 100%, 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en largeur, ça va prendre 100% de la page, c'est-à-dire l'espace, et en hauteur, ça prend 100%. Après, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dessiner. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Par exemple, si vous voulez dessiner un rectangle, vous utilisez rect. Alors, rect, c'est pour dessiner un rectangle. Alors, vous voyez, donc, pour dessiner un rectangle, il y a des attributs qui sont obligatoires qui apparaissent. C'est la largeur. Par exemple, j'ai ici un rectangle de 400 et avec une hauteur de 300 pixels. Et après, si vous voulez... Et après, il y a les caractéristiques du rectangle. D'abord, il y a deux types de caractéristiques. Vous savez, dans les illustrations vectorielles, il y a la partie, ce qu'on appelle le remplissage. Alors, si vous prenez par exemple un rectangle, vous voulez dessiner un rectangle comme ça. Vous avez ça, c'est le contour. Et ça, c'est le remplissage. Le contour, alors tous les attributs qui concernent le contour, ça commence par stroke, comme ça. Ça, c'est le contour. Et après, il y a le remplissage.
Et tout ce qui est le remplissage, vous allez trouver un attribut qui s'appelle fill. Donc, c'est-à-dire que vous, en SVG, vous allez chercher tous les attributs qui commencent par stroke. Ça veut dire quoi? C'est le contour. Tout ce qui commence par fill, ça veut dire c'est le remplissage. Par exemple, si vous voulez spécifier la couleur du contour, vous allez utiliser stroke. Sauf pour color, c'est pas la peine de mettre color. Stroke, ça veut dire c'est la couleur. Alors maintenant, la couleur, vous allez la préciser comment? Voilà. Donc, il faut mettre... Soit vous mettez la valeur de la couleur, par exemple red, green, etc. Ça marche. Ou bien vous mettez, par exemple, dièse. Vous dites, par exemple, FF, voilà, 5,5, 4,4. Donc, ça, c'est les couleurs dont je vous ai parlé. Alors, pour le moment, je vais mettre, par exemple, le contour, c'est bleu. Fill, c'est le jaune, par exemple. Je vais enregistrer ce document-là. Et après, l'épaisseur du contour, stroke width, par exemple, 3 pixels, c'est l'épaisseur du contour. Je vais enregistrer ce fichier-là, enregistrer sous. Ben, je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple BDCC SVG. Et le fichier, je vais l'appeler tout simplement test1.svg. Donc l'extension, vous voyez donc, c'est SVG. En réalité, un document SVG, c'est une image, n'est-ce pas? Mais en réalité, qu'est-ce qu'il contient? C'est un document XML. Alors, je vais le visualiser avec un navigateur. Prenez un document. Si vous l'ouvrez avec un navigateur, vous voyez, ça c'est Chrome, n'est-ce pas? Vous voyez donc ici, donc c'est un document SVG, donc je vois mon rectangle. Alors, je n'ai pas précisé les coordonnées XY, donc par défaut, ça prend 0, 0. Alors, pour spécifier les coordonnées XY, je dois ajouter ici X égale par exemple 100 et Y égale à 100. C'est-à-dire, je vais positionner le coin supérieur gauche sur le point de coordonnées 100, 100. Si j'actualise ici, donc je vois ici, donc ce point-là que vous voyez là, c'est quelle coordonnée? 100, décalé comme ça, et 100 verticalement. Donc, ça, c'est un rectangle. Alors, si vous essayez de zoomer, comme ça, si vous regardez un peu les coins, si c'était vraiment des choses complexes, vous allez voir la qualité, elle est préservée. Donc, c'est-à-dire, c'est des illustrations qui sont vectorielles. Si c'était un rectangle en format bitmap, quand vous allez zoomer, vous allez commencer à voir ici les défauts de pixelisation. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors maintenant, ça c'est le rectangle. Alors, après, je peux également créer une simple page HTML et à l'intérieur de la page HTML, vous copiez ça et ça marche. C'est-à-dire, vous avez dans un document HTML, vous faites ce que vous voulez, mais à l'intérieur d'un document HTML, vous pouvez utiliser un élément SVG. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, je vais par exemple ajouter des entités comme un cercle de rayon. Vous voyez, donc un cercle, il a un rayon par exemple 50. Les coordonnées du cercle, c'est CX. CX, c'est-à-dire le X du centre. Alors, je vais prendre le même 100, 100, comme ça. CY égale à 100. Je vais utiliser encore fill green, par exemple. Et je vais encore utiliser stroke black. Et je vais utiliser stroke width égale, par exemple, égale à 2. Alors, si j'actualise, vous voyez ici, donc j'ai un rectangle, mais il y a également un cercle. Alors, vous voyez, déjà, parfois, on a besoin que le fond d'une entité soit semi-transparent. On peut jouer sur ce qu'on appelle l'opacité. Alors, pour jouer sur l'opacité, on peut utiliser un attribut qui s'appelle fill opacity. Alors, l'opacité, il peut varier de 0 jusqu'à 1. Justement, 1, ça veut dire 100%, et 0, ça veut dire 0%.
Alors, si vous mettez 0,5, c'est-à-dire 50%. Et vous allez voir maintenant ici, vous voyez, c'est semi-opaque. Ça devient transparent, n'est-ce pas? Ça, on joue sur l'opacité. Alors, je peux ajouter d'autres éléments. Alors, quand on fait un dessin, généralement, ici, donc, vous avez créé des entités. Après, on va voir, il y a line, polygon, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est les différentes entités globales. Mais en même temps, vous avez ce qu'on appelle les outils de groupage. Par exemple, ces deux éléments-là, je voudrais que ce soit dans un groupe. Et pour utiliser un groupe, je vais utiliser G. Donc, ici, donc, je vais les envelopper par G /G comme ça. OK? Jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est justement ces deux éléments, ça devient un groupe. C'est comme si, par exemple, dans Windows, vous sélectionnez deux et vous dites grouper, n'est-ce pas? Mais quand on va grouper, on va leur donner un identifiant. Alors, quel identifiant on va utiliser? ID. Et c'est quoi l'ID? Par exemple, je vais l'appeler logo. Supposons que ça, c'est mon logo. Après, on va ajouter des choses. Et quand vous utilisez plutôt un élément, on peut par la suite dupliquer. Vous savez, comme dans PowerPoint, faites copier-coller, n'est-ce pas? Alors, vous voulez produire, instancier. Comment instancier un élément? Eh bien, en utilisant un élément qui s'appelle use. Alors, je vais instancier. Use, ça veut dire quoi? Je vais instancier un élément qui s'appelle quoi? Logo. Alors, il faut utiliser un attribut qui s'appelle href, et dans lequel vous mettez dièse logo. Je vais instancier un graphique, un composant qui s'appelle logo. Je vais l'instancier dans les coordonnées x égale par exemple 500, y égale 500. Alors si j'actualise ici, je vais voir que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un namespace qu'il faut déclarer ici. XML NS. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que le navigateur, il vous dit, il ne connaît pas HX. Vous voyez donc ça n'a pas marché. Il faut ajouter ici XML NS namespace Xlink. Donc c'est un namespace, il faut le déclarer. Alors j'enregistre, j'actualise. Alors vous voyez ici, donc ça c'est mon entité qui est là, mais je viens de l'instancier, je l'ai copié dans ce point de coordonnées. Voilà. Ici, vous avez ça. OK? Alors, après, on peut faire des transformations. La géométrie. Vous savez, quand vous travaillez avec Illustrator, quand vous avez une entité, on peut transformer. Ça veut dire quoi transformer? On peut faire... il y a 4 types de transformations. Translate. Translate, c'est-à-dire on peut translater d'un point vers un autre. Scale. Scale, ça veut dire c'est la mise à l'échelle. Je peux agrandir ou bien rétrécir, donc c'est-à-dire le scale. Vous avez rotate. Rotate, c'est la rotation. On peut par exemple faire de la rotation. Et puis il y a skew. Skew, c'est qu'on va déformer soit horizontalement ou bien verticalement. Alors, et en même temps, supposons moi je voudrais faire un logo qui est animé. Je voudrais que ce point-là, je vais le placer ici. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Ben, je dois mettre là. Normalement, c'est quoi la dimension ici? C'est 8. C'est 400 plus 100, ça fait 500. 500. Alors, ici, c'est 100. Alors, allez, 400. 300. Bon, peu importe. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Vous voyez donc, je l'ai positionné, c'est-à-dire j'ai instancié à ce point-là. Et puis, donc, je voudrais, par exemple, animer ce logo-là. Et pour pouvoir l'animer, ben, entre use et /use, j'utilise, et vous voyez, donc il y a animate, il y a animate transform. Et je vais animer quoi? Je peux animer n'importe quel attribut. Je peux animer la couleur, je peux animer...
C'est-à-dire, vous savez, je peux animer X, Y, oui, la hauteur. Je peux créer de l'animation, ça dépend de ce que vous voulez animer. Et moi, je ne veux pas animer tout ça, je vais animer là un attribut qui s'appelle transform. Et après, vous spécifiez le type de transformation. Alors, rappelez-vous donc les transformations. Je peux utiliser scale, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser scale. Et après, je peux spécifier, quand je crée une animation, il faut spécifier la durée de l'animation. Par exemple, je voudrais que l'animation dure 3 secondes. OK? Et après, je peux spécifier values. Ça veut dire que scale, il va varier de quoi? Il va varier de 1. 1, ça veut dire 100%. Point virgule. Ensuite, il va vers 0,5. Ensuite, il revient vers 1. Et ensuite, il va vers 2. Ensuite, etc. 1,5. Ensuite, 2. Et ensuite, il revient vers 1. Alors, regardez ce qui va se passer. Actualiser. Alors, ici, j'ai rien. Alors, ici, values. Alors, la durée. C'est ça. Transform. Vous voyez donc ce qui manque ici, c'est un S. Actualiser. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, vous allez remarquer. Donc, c'est-à-dire, je suis à l'échelle 1. Après, il est revenu à quelle échelle? 0,5, puis échelle 2, et après... Bon, alors, je veux que, par exemple, c'est une animation qui doit être répétée. Ben, j'utilise un attribut qui s'appelle repeat count, égale 5 fois, 2 fois, etc. Combien de fois vous voulez répéter l'animation? Si vous voulez que ce soit répété indéfiniment, vous utilisez indefinite. Comme ça. Alors maintenant, il ne va pas lui s'arrêter. Il ne devrait pas s'arrêter parce qu'il doit reprendre. Je n'ai pas bien écrit repeat count. Il y a quelque chose qui manque. Voilà, vous voyez. La durée, c'est-à-dire 30 secondes, je voudrais en même temps que ça soit en rotation. Et bien, je vais utiliser encore animate, transform. Cette fois-ci, c'est toujours transform. Le type, c'est quoi? Rotate. Et cette fois-ci, je peux utiliser values, comme je peux utiliser from to. From quoi? C'est-à-dire, vous savez, la rotation, il faut spécifier 3 paramètres. Le premier, c'est quoi? C'est l'angle de rotation. Par exemple, je voudrais que l'angle, ça commence de 0 jusqu'à 360. C'est-à-dire, vous savez, 360 degrés, ça veut dire un tour, n'est-ce pas? Alors, si vous laissez comme ça, qu'est-ce qui va se... repeat count. La même chose, indefinite. Actualiser. Alors, je vois rien. Parce que la rotation, il faut spécifier l'angle et le centre, virgule. Je fais une rotation par rapport à quel point? Supposons que je voudrais faire la rotation par rapport à ce point-là. À ce point 400 et plutôt, c'est ça, 400, 300. Donc ici 400, virgule 300. Et là, la même chose. Donc je vais garder 400, virgule 300. Il y a quelque chose que j'ai mal écrit, sûrement. Alors, rotate from 0,400 to repeat count indefinite, la durée. Vous voyez donc, je n'ai pas spécifié là la durée, la même chose. Donc, je voudrais que ce soit en 3 secondes. Alors, vous allez remarquer que ici, donc, je vois que la rotation.
Pourquoi? Parce que dans Use, j'ai utilisé en fait, deux animations. Il y a Scale et Rotate. Il se trouve que par défaut, il y a une qui efface l'autre. C'est-à-dire il est incapable de faire les deux en même temps. Alors, si vous voulez lui dire de les faire en même temps, il faut ajouter un attribut ici qui s'appelle additive égale sum. Parce que par défaut, c'est replace. Ça veut dire quoi sum? Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire, quand tu lances cette animation, bah, tu vas la jouer dans un autre process. C'est-à-dire pour ne pas effacer l'ancienne animation. Et ça va vous donner quelque chose comme ça. Cette fois-ci, vous voyez bien que je combine plutôt la mise à l'échelle, etc. Mais je fais n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. C'est-à-dire en termes Donc, ça, c'est quand vous regardez quelque chose comme ça, mais c'est quoi ça? C'est de l'animation. Après, vous pouvez ajouter l'interactivité. Ça, c'est du SVG, premièrement. Mais c'est quoi finalement? Si vous regardez le code source de tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est du XML. Vous voyez, ça, c'est du XML. Parce que finalement, cette image-là, c'est tout simplement des données SVG que vous définissez ici. Est-ce que c'est clair? Le principe de base. Alors, maintenant, ce que vous voyez ici, je peux également créer une page HTML. Je prends ce SVG comme ça, CTRL-C. Je peux créer une page HTML. Donc, HTML. HTML5. HTML comme ça. Ouais. Alors, donc ça c'est le titre de la page, SVG. Ici vous mettez CTRL-V. Donc ça c'est du SVG. Et là vous dites ici, donc c'est du HTML, n'est-ce pas? Par exemple ici, voici mon logo. Vous avez demandé que le HTML interprète le SVG. Comment? Ça va fonctionner parce que nous avons dit que HTML prend en charge le SVG. C'est presque ça, mais c'est dans le XHTML. Mais il se trouve que même SVG, il est pris en charge dans le HTML5. D'accord? Alors, c'est-à-dire que depuis que HTML5 a été créé, les navigateurs, dans HTML, ben, ils savent que comme vous avez H1, comme vous avez dessiné les images, les tables et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous faites ici UL. Ça, UL en HTML, c'est list item, n'est-ce pas? Par exemple, ici, vous mettez item 1 / list item. Alors, j'enregistre le fichier avec, par exemple, index.html. Donc, ça, c'est un document HTML que je vais ici d'ouvrir sur un navigateur. Alors, vous voyez bien ici, donc ça, c'est quoi ça? C'est du HTML. Mais à l'intérieur de mon HTML, je vois du SVG. Alors, le seul problème, c'est que maintenant, je n'ai pas défini la dimension de mon document SVG. C'est pour cela que ça donne ça. Donc ici, je ne peux pas utiliser... alors ici, SVG, donc je vais mettre par exemple... je vais mettre 800. Et là, je mets 800. Actualiser. Ça fait. Alors, mais je vois bien la dimension, n'est-ce pas? Après, par la suite, si vous voulez prendre plus de contenu, etc., vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc... le SVG s'insère dans le XHTML, dans le monde du HTML, c'est du XML. Quand vous dites c'est du XML, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut utiliser le parseur XML, on peut par la suite, à partir des données d'une base de données, générer des documents SVG dynamiques. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec XSL. Mais avant de passer à la suite, je reviens sur le support
pour voir les concepts fondamentaux juste avant la pause. Alors, donc, ce qu'il faut noter, c'est ça. C'est que vous avez la structure d'un document SVG, j'en ai parlé. Donc, vous spécifiez SVG width, height, et après les namespaces. Alors, si vous voulez intégrer un document SVG dans un document HTML, avant HTML5, c'est-à-dire avant HTML5, on utilisait les balises embed ou bien iframe. Ça c'était les éléments qui étaient utilisés pour inclure du SVG à l'intérieur du HTML. Mais depuis HTML5, vous venez de voir que vous pouvez directement utiliser un élément SVG. Alors, vous avez les éléments principaux, les composantes principales. Il y a texte, c'est pour dessiner un texte vectoriel, ce n'est pas du texte normal. Rectangle, cercle, ellipse, line, polyline, polygone, path. Alors, path, c'est très utile, ça vous permet de dessiner des formes. Vous savez, les gens qui font Illustrator, il y a l'outil qui s'appelle la plume. Bon, la plume, c'est pour dessiner des formes vraiment très complexes. Ben, c'est ça path. OK? Alors, vous avez la syntaxe. Donc, pour les attributs, tous les attributs qui concernent le contour, c'est stroke. Et après, tout ce qui concerne le remplissage, c'est fill. Vous avez quelques exemples que j'ai déjà présentés. On peut également, quand on fait fill, on peut remplir, pas uniquement avec une couleur, mais on peut remplir par un motif, on peut remplir par un dégradé de couleur, on peut remplir par plein de choses. C'est-à-dire, on peut avoir vraiment des modèles qui sont sophistiqués. Alors ça, vous avez donc j'ai parlé l'opacité, width, line join, parce qu'en fait, quand vous avez deux lignes comme ça dans un rectangle, par exemple, ici vous avez ces deux lignes-là, il faut les joindre comment? Est-ce que vous voulez qu'ils dessinent comme ça? Oui? Ou bien vous voulez qu'ils dessinent la ligne comme ça, et après celle-là, il va la dessiner comme ça? Donc, si vous voulez, c'est cet attribut line join qui indique quand vous utilisez par exemple un rectangle, comment il va lier ça. C'est-à-dire, ça peut être sous forme d'un arrondi. Par exemple, tout à l'heure, j'ai créé le cercle, mais je voudrais que ce soit un arrondi ici. Donc, je peux utiliser à ce niveau-là, il y a un attribut qui s'appelle Rx. Par exemple, 10. RY égale à 10. Parce qu'en fait, c'est une ellipse. Et une ellipse a deux rayons. Il y a RX, RY. Alors, si vous mettez 10, 10, c'est-à-dire c'est un arrondi circulaire. Si vous faites ça, vous allez voir ici. Je ne vois rien. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les mets, justement, je voulais le mettre sur le rectangle. RX. Parce que ça, c'est du HTML et je devrais le faire ici. Parce que j'actualise. Alors, ici, c'est Rx égale à quoi? Égale à 10. Ry égale à 10. Vous voyez l'arrondi? Bon, ça veut dire que vous avez toutes les possibilités, notamment. Alors pour le rectangle, vous voyez donc ça, j'en ai parlé, Rx, Ry, XY et tout ça, j'en ai déjà parlé. L'ellipse, la seule différence entre cercle et ellipse, c'est que le cercle, il a un seul rayon, alors qu'une ellipse, il a deux rayons, Rx et Ry. Alors pour les lines, donc vous avez line, c'est pour dessiner une ligne, ça c'est comme ça. Alors, line, vous spécifiez x1, y1, x2, y2. Alors, pour les lines, c'est comme vous faites quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, vous utilisez polyline points. Voilà le premier point. Voilà le deuxième point, le troisième point. Et chaque point, c'est deux valeurs, x, y. Donc, on peut enchaîner. Alors, après, bien sûr, vous allez voir souvent, c'est les outils de dessin qui permettent si vous voulez faire des choses complexes, c'est très difficile de retrouver les valeurs comme ça. Souvent, vous faites appel à un outil comme Illustrator, vous dessinez votre forme telle que vous la souhaitez,
et vous l'exportez en format SVG, vous allez retrouver les valeurs. Donc, parce que la géométrie, c'est quand même... sauf que parfois, il y a des choses qu'on calcule mathématiquement, ça permet de faire des choses un peu plus complexes. Et polygone, alors polygone, c'est la différence entre polyline et polygone, c'est que polygone, c'est-à-dire, il est fermé. OK? Alors polyline, vous pouvez faire point comme ça, et vous arrêtez ici. Mais si vous changez polyline avec polygone, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de tracer une ligne entre le point de début et le point final. C'est ça la différence entre polyline et polygone. Notre différence, c'est que les lignes sont les mêmes en termes de longueur. Non, en termes de... C'est-à-dire, non, ça dépend des valeurs que vous mettez là. Si vous voulez, polyline et polygone, c'est la même chose. La seule différence, parce que c'est quoi un polygone? Je peux dessiner un polygone comme ça. Ça, c'est un polygone. C'est quoi la différence entre polyline et ça, c'est pas un polygone, n'est-ce pas? C'est un polyline. Mais pour que ce soit un polygone, quelle est la condition? C'est de dessiner une ligne de là jusqu'à là. Et là, c'est un polygone. Alors maintenant, si vous voulez créer un hexagone, un pentagone, etc., donc ça, il faut que les dimensions soient les mêmes, etc. Donc ça, c'est autre chose. Alors, si vous voulez dessiner des formes arbitraires, ben, vous utilisez pat avec l'attribut D. Alors, l'attribut D, c'est un attribut texte. Par exemple, vous voulez dessiner une forme comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser pat D égale à quoi? M. Alors, M, ça veut dire move to. Move to. Move to, ça veut dire on va déplacer notre crayon ici. D'accord? Move to. C'est comme si vous voulez dessiner avec votre crayon. Vous allez vous déplacer ici. Move to quoi? Le point de coordonnée quoi? 400. 400. Et après, vous avez petit L. Alors, L, ça veut dire line to. C'est-à-dire, à partir de ce point, je vais dessiner une ligne vers un autre point. Et c'est quoi ce point-là? Il est de coordonnées combien? Mais attention, regardez, c'est pas 50-50. C'est-à-dire, je veux me déplacer 50 comme ça et 50 comme ça par rapport au dernier point. Alors, si vous avez une lettre minuscule, ça veut dire c'est les coordonnées relatives. Si vous avez L majuscule, ça veut dire c'est absolu. C'est ça la différence. Ça veut dire quoi? Si vous mettez L minuscule, c'est-à-dire par rapport toujours, ces valeurs par rapport à ce point. Mais si vous mettez L majuscule, c'est-à-dire c'est absolu. Alors ici, par exemple, je voudrais faire également dessiner une ligne jusque-là. Qu'est-ce que je vais utiliser encore? C'est L, petit l, 50. Ça veut dire que je vais me déplacer 50 horizontalement, mais je vais remonter. Et remonter, vous voyez ici, vous avez quoi? Moins 50. H, ça veut dire horizontal. Ça veut dire que je dessine une ligne horizontale, comme ça, jusqu'à ce point. Avec 60 décalés. Et en plus, je vais dessiner une ligne verticale. En bas. C'est quoi? C'est V. Donc V, ça veut dire vertical, 60. Et puis, je vais dessiner un arc, comme ça. Alors, maintenant, ça commence à devenir compliqué parce que l'arc, il y a plusieurs paramètres. Il y a le rayon X, Y, le centre, etc. N'est-ce pas? Et après, je dessine. Et à la fin, je peux faire des choses, mais à la fin, je vais fermer. Et pour fermer, vous utilisez quelle lettre? Z. Donc Z, ça veut dire je ferme la courbe. Je vous donne juste une idée, mais généralement, des formes comme ça, vous allez trouver des outils qui permettent de dessiner, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça l'objectif, mais que vous ayez juste une idée que pour dessiner une forme arbitraire, vous utilisez l'élément qui s'appelle pat. Alors pour le texte, vous pouvez créer un texte vectoriel. Bon, un texte vectoriel, vous voyez ici donc, vous utilisez texte, font size, fill. Vous pouvez remplir, donc la couleur fill c'est le jaune et stroke c'est le bleu. Et vous pouvez écrire un texte sur une courbe. Alors si vous voulez écrire un texte sur une courbe, j'écris par exemple texte. OK? Mais entre texte et slash texte, j'utilise textpat. Et dans textpat, j'utilise quoi? Href égale à quoi?
chemin 1. Achna chemin 1. Vous voyez ici, donc quand j'ai créé ce path-là, je l'ai appelé. Ça veut dire je veux écrire mon texte sur ce chemin-là. Et après, vous écrivez votre texte. Je suis en train de faire, etc. etc. Donc, vous voyez, donc, ce texte-là, il va être écrit sur cette forme. OK? Bon, après, le reste, donc, pour grouper, donc, j'avais parlé de G, n'est-ce pas? G, c'est un groupe, pour créer un groupe, mais je peux utiliser, au lieu de G, je peux utiliser symbole. Alors, c'est quoi la différence entre groupe et symbole? Et après, on va prendre la pause. Si vous mettez ici symbole, au lieu de G, vous allez remarquer, déjà G, vous voyez que, avec G, vous voyez le groupe, il est affiché, n'est-ce pas? Mais avec symbole, non. Symbole, il est abstrait, regardez. Symbole, c'est un groupe, mais qui n'est pas affiché. Si vous voulez afficher le symbole, il faut l'instancier. Donc, vous voyez la différence entre G et symbole. G, ça veut dire que c'est un groupe qui est visible, mais un symbole, c'est un groupe qui n'est pas visible. Si vous voulez l'afficher, il faut utiliser use, comme je vois ici. Donc, je suis en train de l'instancier. Et puis, donc, on peut créer... Pardon, monsieur, je pense qu'il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. connexion. Problème de connexion. OK. Alors, il y a un problème... en fait, on va prendre la pause. Donc, ce serait... est-ce que vous m'entendez, toujours? Oui, on t'entend, mais ça coupe beaucoup. Ouais. Mais ça, Ouais, pour le moment, oui. Alors, ça coupe beaucoup, donc voilà. Alors, donc voilà. Vous avez... S'il vous plaît, juste 2 minutes. Donc, vous avez donc... on peut créer des commentaires avec la description. On peut donner un titre au document SVG. On a parlé du use, on a parlé de tout ça. Et on a parlé aussi de l'animation. Donc, vous avez les éléments de l'animation. Pour dessiner une image, on utilise image. Alors, pour faire de l'animation, on peut utiliser animate pour animer un attribut quelconque, comme X, Y, la hauteur, etc. Ou bien animate transform. Vous voyez, animate transform, c'est ce que j'ai montré à la fin. Toujours c'est animate. Animate. Je peux animer la couleur. Et vous avez animate transform, dans laquelle vous pouvez spécifier le type. Par exemple, ici, c'est la translate, rotate. J'en ai parlé tout à l'heure. On aura l'occasion de voir ça. Alors, c'est pas la partie... Notre objectif, ce n'est pas de rester flowgraphisme parce que c'est pas notre objectif. C'est-à-dire, notre objectif, ce n'est pas utiliser SVG pour dessiner de... Pas de... Ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, alors à un moment donné, vous allez vers des outils comme Illustrator et vous dessinez comme vous voulez, vous exportez en format SVG, pas de problème. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt... c'est en fait... on va tout à l'heure, après la pause, on va travailler sur un exercice d'application comme ça. Nous avons un document XML, par exemple météo, dans lequel on présente des mesures à une date et vous avez plusieurs villes. Alors pour chaque ville, vous avez le nom de la ville et vous avez la température. OK? Donc c'est un document XML normal. Après, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est l'occasion de réviser. On va d'abord créer une DTD, on va créer un schéma XML, on va créer un document XML. On va créer une feuille de style XSL qui permet de nous afficher le résultat au format HTML. Et puis, on va créer une feuille de style XSL qui permet de nous afficher ces données-là en format SVG. C'est-à-dire, à la fin, quand je fais la transformation, je voudrais voir mes données, mais sous forme d'un graphique au format vectoriel. OK? Ça, c'est ce qui nous intéresse dans la suite. Mais ça, on va le voir après la pause. Comme ça, on est tranquille. Anna, j'ai compris pourquoi ça a coupé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelait dans mon téléphone. Bon, on va reprendre dans 20 minutes.